Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence. Donc, conférence que nous organisons déjà depuis quelques années en partenariat entre la Chambre d'agriculture du Cantal et le CR France Cantal. Alors, cette année en mode webinaire compte tenu du contexte sanitaire, vous l'aurez compris. Donc, je vous rappelle le programme. Donc, nous aurons une intervention du CR France Cantal avec Nathalie Velay et Dominique Andrieux, qui vont nous parler donc de la PAC actuelle, la PAC à venir. Ensuite, nous parlerons certification environnementale avec Clément Martel et Dominique et Denis Bonneau, pardon, de la Chambre d'agriculture. Et puis ensuite, il y aura une intervention donc sur les bilans carbone des exploitations du Cantal avec Joël Guillemin de la Chambre d'agriculture. Et puis vous verrez au fil du déroulement le lien qu'il y a entre ces différents sujets. Donc quelques consignes techniques pour les participants. Il est préférable de couper les micros. Ensuite, si vous avez des questions à poser, il y aura des temps réservés après chaque intervention pour pouvoir traiter les questions que vous aurez à poser. Vous les posez par le chat. Donc vous avez un onglet sur le côté droit de votre écran qui vous permet de poser votre question. Et puis il y aura des temps aussi où vous serez vous-même interrogé par un petit sondage qui vous seront proposés. Où là vous aurez donc à répondre aux questions qui vous seront posées si vous voulez bien. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Thierry Valette, donc président du CR France Cantal, pour l'introduction de cette conférence. Merci Patrick. Donc bonjour et bienvenue à ce webinaire. Merci de votre présence virtuelle en nombre pour cette conférence. Donc, il me revient, en tant que président du CR France Cantal, d'introduire nos débats. Chantal Corr, vice-présidente de la Chambre d'agriculture, fera quant à elle la conclusion. Comme vous le rappelez, Patrick, dans ses propos, depuis 2016, la Chambre d'agriculture et le CR France Cantal ont pris l'habitude d'organiser un événement en commun chaque année pour informer les agriculteurs, mais également les partenaires de l'agriculture, du monde économique, sur les sujets d'actualité et stratégiques pour la filière cantalienne. Donc l'an passé, pour cause de pandémie et de restrictions, nous avons été contraints d'annuler cette matinée que nous organisons en commun. Donc cette année, toujours contraints par des réunions physiques et conscients bien évidemment que nous devons de vous apporter de l'information à tous, nous avons choisi le format numérique. Alors je veux quand même vous rappeler que bien que nous ayons fait une multitude de tests, un souci de dernière minute peut toujours venir nous impacter, ce qui serait regrettable, mais dans ce cas de figure, nos équipes techniques feront leur maximum pour rétablir une liaison correcte pour tout le monde. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour une conférence sur le thème PAC et la valeur environnementale des exploitations du Cantal. La présentation qui va vous être faite, c'est le fruit du travail commun des équipes de la Chambre d'agriculture, du CR France, et je tiens à remercier toutes ces personnes pour la qualité du travail qui va suivre. Vous le savez toutes et tous, le monde agricole est ballotté au fil des années du temps par les différentes réformes de la PAC. Les agriculteurs sont toujours là, moins nombreux au fil du temps, mais bien enracinés dans notre terre cantalienne. Les équilibres économiques sont tout de même fragiles. C'est pourquoi il est nécessaire et bon de décrypter les enjeux de la future PAC, afin de bien comprendre ces risques pour la ferme Cantal. Les analystes économiques du CR France Cantal, mais également de l'Alliance Massif Centrale, ont travaillé pour vous chiffrer la place des aides PAC dans l'économie des exploitations. Enfin, un sujet que je vais qualifier de sociétal, avec le sujet environnemental, intégrant la question du carbone et de la valorisation environnementale. Tout cela devient des enjeux pour la société. Peut-être que le citoyen lambda va enfin comprendre l'intérêt du monde agricole
et de ce fait, le regarder de notre œil pour mieux apprécier les vertus agricoles. C'est ainsi que la Chambre d'agriculture présentera le bilan de son travail réalisé sur les sujets environnementaux. Donc, il me tient à remercier la présence des élus locaux ou leurs représentants. Je tiens également à remercier la presse qui est ici présente dans la salle et qui va relayer fidèlement les informations qui vont être données ce matin. Vous avez tous bien compris que la santé économique de la ferme Cantal est primordiale pour le département. Et puis, je vais reprendre un vieil adage qui dit que lorsque l'agriculture s'enrhume, c'est toute l'économie cantalienne qui tousse. Nous comptons donc sur vous tous pour relayer nos travaux, aider les décideurs à faire des choix pertinents pour demain. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Dominique Andrieux, qui va être le premier expert à intervenir, et puis au fil du temps, il repassera la main. Bonne conférence à tous. Je vais prendre de la distance de façon à laisser à la table, face à la caméra, des personnes qui interviennent. Voilà, Dominique, si vous voulez bien. Et donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter la place des aides PAC dans les exploitations du département. Ça va marcher. Donc avec un premier graphique où on peut noter l'évolution des aides PAC sur les 10 dernières années, avec notamment un focus à partir de 2015, date à laquelle on a eu la dernière PAC. Donc, si l'on regarde un petit peu les différents diagrammes, on s'aperçoit que, donc, que ce soit pour le lait ou pour la viande, les aides PAC ont augmenté d'environ 10 000 € par exploitation, en moyenne. Donc, sur la production laitière, les bovins laits, on a des aides PAC qui représentent 468 € par hectare et 25 000 € par UTH. Et pour ce qui est des bovins viande, donc on est à 503 € par hectare et 36 000 € par UTH. Donc, qu'est-ce qui explique cette évolution, et c'est notamment cette évolution plus marquée à partir de 2015? Donc, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est l'optimisation de l'ICHN, puisqu'à partir de 2015, on a eu la possibilité de faire des GAEC entre époux, donc la reconnaissance de la transparence des GAEC entre époux, entre conjoints, qui a permis donc de primer en fait plus d'hectares et donc d'avoir une ICHN plus élevée au niveau des exploitations. En plus, bien sûr, de reconnaître aussi le conjoint en tant qu'exploitant. Donc ça pour l'ICHN. Ensuite, au niveau des ICHN, comme on peut le voir aussi, là, si vous voulez, précédemment, on avait de la PHAE qu'on comptabilisait en MAEC. Donc, au niveau du diagramme, on voit la partie MAEC qui est plus faible en 2020, puisque la PHAE, à partir de 2015, le montant de la PHAE a été incorporé à l'ICHN. Donc ça, c'était pour le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la convergence des aides. Donc, en 2015, les DPU ont été remplacés donc, par des DPB, la mise en place des DPB, droit à paiement de base et du paiement vert. Et donc, nous, au niveau du département, on avait des DPB qui étaient plus faibles que la moyenne nationale. Donc, sur ces 5 dernières années, on a récupéré un petit peu cet écart et aujourd'hui, on est plus très loin en moyenne du montant national. Donc ça, c'était le deuxième facteur. Et pour terminer, le troisième facteur, c'est l'augmentation des surfaces. Donc ça, que ce soit pour les exploitations laitières ou viande,
Sur les 10 dernières années, on a augmenté la SAU d'environ 15 hectares. Donc là, si vous voulez, des fois, pour faire un raccourci qui peut paraître un petit peu rapide, mais malgré tout qui correspond à la réalité, c'est, en gros, c'est dis-moi le montant de tes aides et je te dirai ton EBE. Puis, puisque comme vous pouvez constater, aujourd'hui, sur la ferme Cantal, l'enveloppe d'aide représente 97% de l'EBE et 30% du chiffre d'affaires. Sur les bovins laits, c'est 74% de l'EBE, 23% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une production qui est un petit peu moins dépendante, mais quand même qui est dépendante aussi de la PAC. Et en bovin viande, là, on est à 127% de l'EBE et 38% du chiffre d'affaires. Donc une petite précision aussi, c'est en bovin lait, on s'aperçoit que lorsqu'on augmente les volumes, on diminue un petit peu la dépendance, le pourcentage d'aide dans l'EBE est un peu plus faible. On a un petit peu la même chose sur les bovins viande, mais de façon nettement moins prononcée, puisqu'on a que entre une petite exploitation et une grande exploitation, on a que un petit écart de 10%. Donc là, si on regarde un petit peu pour chaque production, donc comme je vous disais précédemment, c'est vrai qu'au niveau des exploitations laitières, on est un petit peu moins dépendant de la PAC et donc on a des exploitations un peu plus créatrices de valeur. Et ça s'explique par mais juste, excusez-moi, on peut pas. Non. Pointer. Ouais, merci. Excusez-moi. C'était une partie technique. Voilà. Donc je reviens. Oui. Donc ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui les ventes donc de lait, des réformes et des veaux naissants, par exemple, sont plus élevées que les charges courantes, charges opérationnelles et de structure. Donc aujourd'hui, on a malgré tout un delta positif à ce niveau-là. Et si on regarde depuis 2017, on a une croissance des ventes puisque on a une augmentation du prix de base du litre de lait. Donc à compenser favorablement l'augmentation des charges. Donc si l'on regarde également la variation de l'EBE de 2010 à 2020, on s'aperçoit qu'en 2020, l'EBE est plus important que celui de 2010. On a à peu près 20 000 euros en moyenne de plus. Donc cette augmentation se répartit de façon égalitaire entre l'augmentation des produits, donc des ventes, et l'augmentation de l'enveloppe d'aide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur une exploitation laitière, sans les aides, on aurait un EBE positif, mais malheureusement, qui ne suffirait pas à couvrir les prélèvements privés et les annuités. Donc, c'est vrai que les aides nous permettent de soutenir quand même le développement de l'activité. Si on fait la même chose pour les systèmes allaitants, là, on s'aperçoit que l'équation économique est nettement plus complexe, puisque, comme vous pouvez le constater, les courbes sont inversées. C'est qu'aujourd'hui, les ventes courantes, je dirais, de réforme Broutard, ne couvrent pas les charges courantes, charges opérationnelles et de structure. Et on a un delta qui, malheureusement, ces dernières années s'amplifie avec des soucis de conjoncture, notamment chez nous, sur notre département, c'est le maigre, et avec un écroulement du prix des broutards ces dernières années est encore plus marqué en 2020. Et qui plus est, cet écart s'est aussi augmenté aussi, puisque on a aujourd'hui des charges qui ont explosé, et plus particulièrement également ces 2 dernières années avec les aléas climatiques. Donc si on regarde un petit peu, si on fait la même chose que pour le lait, si on regarde l'évolution de l'EBE de 2010 à 2020, et bien malheureusement on s'aperçoit que l'EBE de 2010, c'est le même que, enfin 2020 est du même niveau que de 2010, hein, et ce, avec une augmentation de l'enveloppe d'aide. Donc aujourd'hui, on peut se dire que les aides ne compensent même pas le delta, et que donc notre dépendance au niveau des troupeaux allaitants par rapport à la PAC est de plus en plus importante. Donc, là sur le sondage, ouais, je pense qu'on vous avait envoyé
On a fait faire un sondage pour voir un peu ce que vous pensiez sur le chiffre d'affaires c'est le pourcentage du chiffre d'affaires avec une incidence sur les résultats économiques. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc le sondage est lancé, on va attendre le résultat. Je prends le résultat pour continuer. Ou je continue? Oui, bah, du coup, on va attendre de voir effectivement les réponses de chacun. Donc là, on vous demande effectivement, selon vous, les entreprises qui dégagent le plus de revenus, est-ce qu'elles ont un pourcentage d'aide dans leur chiffre d'affaires plus faible que, on va dire, les autres exploitations, plus élevé ou selon vous, identique? Donc voilà, on vous propose de pouvoir, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre et puis du coup, Dominique vous donnera la réponse finale. En attendant, peut-être regarder s'il y a des questions qui se posent sur le chat, s'il y a l'assistante n'a pas l'air. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment, il ne semble pas qu'il y ait de questions précises, à part quelques petits problèmes techniques au départ, mais qui ont été réglés. Donc, pour bien voir la présentation, il faut bien se mettre en plein écran. Et puis, si quelques-uns ont quelques problèmes pour avoir le son, merci à Samuel Duquet de nous avoir donné la solution pour écouter le son en parallèle de la présentation avec son téléphone. Voilà, donc on va pouvoir voir le résultat du sondage. Je laisse Dominique le commenter. Donc, selon vous, ouais, les entreprises qui dégagent le plus de revenus ont un pourcentage d'aide sur chiffre d'affaires donc plus faible que les autres exploitations. Ouais, on est pratiquement à moitié-moitié, quoi. 22 réponses pour plus faible et plus élevé, 17%. Et identique, pas 17, mais 9, ouais. Donc, eh bien, du coup, par rapport aux indicateurs que nous, on peut sortir, donc si vous voulez, est-ce que les aides influencent vraiment la performance des entreprises ou est-ce qu'encore la technique a toute sa place? Eh bien, comme vous pouvez le voir, avec un pourcentage d'aide sur chiffre d'affaires de 32% en bovin lait pour le quart inférieur et 31% pour le quart supérieur et idem pour le bovin viande, on a très peu de variations. Mais par contre, sur le revenu disponible et sur le BE, on a de gros écarts entre le quart inférieur et le quart supérieur, puisque aujourd'hui, sur le revenu disponible, que ce soit en viande ou en lait, on a un écart qui est d'environ 29 000 euros, entre 25 et 30 000 euros, on va dire. Et sur le BE, on est à peu près sur la même base, avec un écart quand même entre les moins bons et les meilleurs de 30 000 euros également. Et donc, on a aussi dans le pourcentage d'aide sur EBE, vous voyez, sur le quart inférieur, il est 3 fois plus élevé que sur le quart supérieur. Et là où je pense qu'il faut qu'on s'attarde le plus, c'est quand même sur la valeur ajoutée, hein, qui est aujourd'hui l'indicateur principal pour voir la technicité des exploitants, puisque la valeur ajoutée, c'est les produits hors subvention moins les charges opérationnelles, donc les charges liées à la production, hein, donc ça reflète complètement la technicité des éleveurs. On a quand même là aussi des écarts très importants, puisqu'on est négatif pour les deux productions pour le quart inférieur et nettement plus positif forcément pour les quarts supérieurs. Si on rajoute à cela quelques indicateurs, par exemple, comme en lait, aujourd'hui, on remarque que pour le quart inférieur, on utilise à peu près 83% du produit en charge opérationnelle et charge structure, alors que pour le quart supérieur, c'est seulement 59%. Et en termes d'annuité sur EBE, pour le quart inférieur, nous sommes à 90% d'annuité sur EBE et le quart supérieur seulement 38%. Donc, par rapport à tout ça, aujourd'hui, on peut dire, et je dirais presque heureusement, qu'encore la technicité des éleveurs a toute sa place et fait encore la différence.
Donc voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Donc si vous avez des questions. Effectivement, on a trois questions donc, qui ont été posées à l'instant. Donc la première de Samuel Duquet, donc avez-vous un impact économique de la future réforme PAC? Donc peut-être ce sera Nathalie qui tout à l'heure en parlera. Ouais, pour la suite. Voilà. Gaël Lousser, donc il dit c'est en fonction de la structure et la façon de travailler. Donc ça c'est par rapport à la question du sondage, j'imagine. Donc ça a été confirmé en partie par l'intervention de Dominique. Par contre, après une autre question qui n'a pas été traitée là, c'est la différence de performance économique entre les exploitations en bovin lait conventionnels et celles en AOP? Question posée par Audrey Arias. Est-ce que vous aurez une réponse? Après, c'est comme un petit peu pour toutes les productions, je dirais. Entre les meilleurs, je dirais, conventionnels et les meilleurs AOP, on n'a pas des écarts, on n'a pas d'écart pour moi. C'est plus aujourd'hui une façon de travailler. Où, aujourd'hui, en conventionnel, ce sera certainement plus des gens qui seront sur de la céréale, plus d'hectares de céréales, de maïs, donc peut-être un peu plus d'autonomie, notamment en maïs, qu'en AOP. Mais c'est vrai que sur les résultats économiques, entre je dirais un bon conventionnel et un bon AOP, on n'a pas d'écart. Très bien. Une question de Maxime Navèche. Est-ce que ces chiffres sont similaires au néo-national? Vous pouvez nous renseigner là-dessus. Moi, non. Je ne sais pas, Nathalie, si tu as des infos là-dessus. Alors, de manière très spécifique, on va dire entre les laitiers et les bovins viande, effectivement, ce sera difficile de donner des choses très précises. Après, on sait de manière globale que la région Auvergne, le département du Cantal, bien évidemment, perçoivent un niveau d'aide globalement, on va dire, plus élevé, on va dire, par rapport à l'échelle nationale. Donc après, enfin voilà, il faudrait pouvoir distinguer les choses de manière, on va dire, peut-être un peu plus précise. Mais enfin voilà, on sait qu'on fait partie des zones, on va dire, qui bénéficient notamment un peu plus d'aide. Benoît Bex qui rajoute une question. Y a-t-il des différences entre les races allaitantes? Bonjour. Jusqu'à maintenant, c'était pas très marqué. Après, reste à voir comment vont évoluer les prix, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, on a une race, enfin deux races, peut-être la limousine et l'Aubrac, où les prix de vente ont peut-être moins baissé que, par exemple, le croisé salaire ou salaire pur. Après, jusqu'à maintenant, moi, pareil, entre les meilleurs des différentes catégories, j'avais pas de différence selon la couleur, quoi. Ouais. Oui, c'est finalement vraiment d'adapter les modes de conduite techniques aux propriétés de la race. Après, comme le dit Dominique, on sait qu'en termes de marché, aujourd'hui, par exemple, la race charolaise se trouve un peu dans un étau parce que n'est ni positionnée finalement sur des créneaux haut de gamme et n'est ni positionnée, entre guillemets, sur des créneaux bas de gamme. Et du coup, enfin voilà, ce différentiel-là fait que les cotations sont des fois un peu plus difficiles sur ce type d'animaux. Mais après, à l'échelle des exploitations, enfin voilà, on peut pas, il n'y a pas de segmentation de performance par rapport à la race. Très bien. On prend encore une ou deux questions avant de laisser la place à Nathalie, puis après on pourra redonner un temps pour les questions ensuite. Donc, existe-t-il des différences d'endettement entre les quartiles? Demande Samuel Duquet. Ben, Tu as donné les pourcentages d'annuités sur EBE? Ouais, voilà, souvent, comme on a des EBE plus faibles au niveau du quart inférieur, on a souvent des taux annuités sur EBE qui sont nettement plus élevés sur les quarts inférieurs que sur les quarts supérieurs. Parce qu'aujourd'hui, un montant d'annuité, c'est pas forcément, je veux dire, on ne fait pas forcément les difficultés. Quelqu'un qui a 100 000 euros d'EBE, même qu'il ait 30% ou 35% d'annuité sur EBE, il lui restera toujours 70 000 euros. Tandis que celui qui, malheureusement, n'a que 20 000 euros d'EBE, forcément, si on enlève 30 ou 40% d'annuité, il restera beaucoup moins, quoi. Donc, après l'endettement, non. Après, c'est vrai qu'aussi, sur le côté annuité, il y a des choix de gestion qui, des fois, peuvent être discutables. Mais voilà, c'est d'une exploitation à l'autre. Très bien.
Allez, on prend une dernière question. Donc, de Raphaël Bruel. Donc, comment expliquez-vous que le lait AOP ne dégage pas guère plus de revenus que le lait blanc? Par rapport à la réponse de Dominique tout à l'heure. Oui, après moi, voilà, pour mon portefeuille de clients, hein, parce que je ne fais pas non plus l'ensemble. Et puis d'ailleurs, je pense que sur nos références aujourd'hui, on n'a pas qu'on a pu faire au niveau du département qu'on vous a fait passer ces derniers temps, nos adhérents, là, on n'a pas d'écart significatif parce que moi, voilà, pour les personnes, je vais y arriver, pour les adhérents que j'ai dans mon portefeuille, moi aujourd'hui, souvent les blancs, on est nettement plus autonome. Notamment en termes de maïs, j'ai un coût d'alimentation, moi, qui est plus faible que sur les AOP. Voilà ce que je retire, c'est pour ça que voilà, j'ai pas de différence à la fin, quoi. En tout cas, on n'a pas les mêmes finalement. Déjà, on n'a pas les mêmes structures. On a souvent des structures peut-être un peu plus importantes en lait conventionnel. Et on n'a pas du tout les mêmes conduites, notamment en termes de système fourrager, donc d'autonomie. Enfin, voilà ce que vient de souligner Dominique. Donc finalement, les équilibres vont se faire, mais de manière différente. C'est évident que dans les systèmes AOP, on a aujourd'hui une vraie plus-value, notamment en termes de prix du lait, que l'on n'a pas, on va dire, dans les systèmes conventionnels. Mais on a souvent peut-être un peu plus de charges parce que la place de l'herbe est un peu plus importante. Donc voilà, les équilibres vont pas se faire finalement sur les mêmes enjeux parce qu'on n'a pas les mêmes tailles de structure et on ne mobilise pas finalement les mêmes actions, quoi. Oui, après, c'est vrai que souvent, on a des références plus importantes et on dilue plus les charges, quoi. Voilà. Très bien. Donc, on va. Alors, il y a une dernière question qui est posée, mais on va la traiter peut-être elle sera peut-être traitée dans l'intervention de Nathalie, qui va justement nous parler de l'avenir. Donc, cette question nous dit, Anaïs Perronnet, quelle stratégie adopter alors sur la ferme bovin-viande, Cantal, quand on voit que le BE n'évolue pas? Y a-t-il encore de l'avenir pour cette filière? Donc, en matière d'avenir, c'est Nathalie qui va nous répondre. Oui, alors si j'avais la solution pour l'avenir de la filière allaitante pour la ferme Cantal, enfin voilà, j'en serais bien heureuse, mais effectivement, on voit, et ce que Dominique a pu montrer à travers les chiffres, c'est que aujourd'hui, on a une vraie problématique structurelle, alors malheureusement accentuée par des questions conjoncturelles sur la filière allaitante, mais on voit que la problématique allaitante, on va dire, est très ancienne. Alors certes, on nous parle beaucoup de l'engraissement, mais on connaît aussi les limites de nos contextes pédoclimatiques. Donc ça veut dire que les réponses, elles sont pas à l'échelle locale, mais probablement plus à une échelle nationale pour pouvoir, on va dire, répondre à ces questions-là. Mais effectivement, hein, ce que vous relevez à travers votre question, c'est une certaine inquiétude. Et quelle perspective on peut donner aux éleveurs allaitants. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, les réponses sont compliquées. Alors, je ne sais pas si la future PAC donnera des orientations peut-être plus précises pour les éleveurs allaitants, mais du coup, on voulait voilà faire le point où est-ce qu'on en était aujourd'hui par rapport aux négociations, on va dire, de cette future PAC. Alors, pour repositionner le contexte de manière assez rapide, aujourd'hui, la future PAC, elle va s'inscrire dans la feuille de route européenne du Green Deal, qui a fixé des ambitions, on va dire, très fortes pour l'agriculture, en visant donc un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais l'agriculture a aussi, on va dire, des engagements et des objectifs supplémentaires à respecter aux alentours, enfin autour des thématiques notamment environnementales, avec voilà, des objectifs de réduction de produits chimiques, que ce soit sur la partie phytosanitaire, que ce soit sur les engrais, la réduction des antibiotiques. Donc ça, c'est tous les objectifs qui ont été donnés par la stratégie de la fourche à la fourchette ou Farm to Fork. Et on a aussi des objectifs positionnés dans le Green Deal très forts en matière de biodiversité, avec le développement de l'agriculture biologique, le développement, on va dire, de zones protégées, de particularités topographiques à maintenir, on va dire, sur les surfaces d'exploitation. Et il est clair aujourd'hui que ce Green Deal voilà, donne un peu la feuille de route de ce que va devoir être la future PAC. Et la future PAC devra s'inscrire pleinement dans ces objectifs, avec une contrainte budgétaire, hein, puisque 40% du budget de la prochaine PAC va devoir être consacré à des mesures en faveur de l'environnement. Et on verra tout à l'heure les collègues de la Chambre voilà, nous préciser de manière plus concrète ce que pourraient être, on va dire, ces enjeux environnementaux.
Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de calendrier? Donc, vous le savez, on est en plein aujourd'hui dans le trilogue européen. Donc, en ce moment, voilà, les parlementaires, les ministres et la Commission européenne sont en train de discuter et de négocier pour définir, on va dire, le cadre général de la future PAC. Donc, on est là-dedans avec, on va dire, un objectif, on va dire, fin printemps, début d'été, pour arriver à un accord final sur les grandes lignes de cette future PAC. Et de manière parallèle, à l'échelle de la France, on est en train de discuter sur le plan stratégique national qui doit être une déclinaison finalement des enjeux de la politique agricole européenne à l'échelle nationale. Et donc, ce fameux PSN devra être soumis à Bruxelles finalement pour obtenir l'accord. Donc, on peut supposer que d'ici la fin d'année 2021, on aura une vision un peu plus précise du contenu de la future PAC. Donc, c'est vrai qu'en l'état, on commence à voir quelques tendances se dessiner, même si, ben voilà, vous comprenez que les discussions sont en cours, que ce soit à l'échelle européenne ou que ce soit à l'échelle française. Alors, les éléments que l'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas que l'on commence à avoir de positionnés, c'est déjà une première bonne nouvelle, c'est que globalement, le budget accordé à la PAC va être globalement à peu près équivalent à celui qu'on connaissait les années d'avant, et ça, on va dire calculé en euros courants. Maintenant, il reste à savoir comment ce budget-là va se répartir sur les différentes boîtes de cette future PAC. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une structure d'aide qui va globalement ressembler à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, on aura toujours un paiement de base, alors qui va peut-être changer de nom, mais en tout cas, on aura toujours un socle d'aide découplé. On aura a priori toujours le paiement redistributif, des aides JA qui vont probablement augmenter par rapport à ce que l'on avait à l'ancienne PAC, puisque 1% du budget y était consacré. Et là, a priori, le minimum serait au moins de consacrer 2% du budget. Et on a les aides couplées qui devraient se maintenir. Après, toute la question va être de savoir quelles vont être les affectations budgétaires au sein de chacune de ces boîtes, puisque voilà, sur les aides couplées, on avait aujourd'hui 15% du budget consacré à ces aides couplées. Est-ce que demain, on va être sur 10% comme le demande le Parlement? Est-ce qu'on va maintenir les 13%? Est-ce qu'on va augmenter la part finalement des aides pour les protéines, pour encourager la mise en place des protéines? Donc voilà, ça fait vraiment aujourd'hui partie des inconnus. Et donc, le gros changement que l'on va avoir dans la structure des aides, c'est la disparition du paiement vert, pour lequel on avait à peu près aujourd'hui 20% de l'enveloppe budgétaire. Donc, ce paiement vert va disparaître et va être remplacé du coup par des éco-régimes, avec là aussi une enveloppe budgétaire à définir. Est-ce que ce sera 20% ou est-ce que ce sera 30%? Voilà, ça sera les arbitrages notamment que l'on va attendre à l'échelle européenne. Donc, effectivement, notre thématique, c'est PAC et environnement. Hein. Vous voyez que dans le Green Deal, l'axe environnemental est vraiment très, très présent. Donc, les outils verts, on va dire, de la PAC, ça sera effectivement la conditionnalité renforcée, puisque la conditionnalité jusqu'à présent concernait que le paiement vert. Donc, demain, il est fort probable que cette conditionnalité soit appliquée, on va dire, sur l'intégralité des aides découplées. Alors, est-ce qu'elle sera équivalente à celle que l'on connaissait ou est-ce qu'on va garder finalement voilà, le maintien des prairies permanentes, la diversité des cultures, les pourcentages de SIE? Donc ça fait partie des discussions en cours. Les fameux éco-régimes, alors ce qui va changer de manière importante pour les agriculteurs, c'est que ces éco-régimes sont obligatoires à mettre en place par les États. Par contre, ça sera une démarche volontaire de la part des agriculteurs de s'engager dans ces éco-régimes. Et ça veut dire qu'il faudra s'engager sur des démarches qui vont aller au-delà de la réglementation de base. Donc, ça veut dire que pour bénéficier des éco-régimes, il faudra s'engager. Alors, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore la définition qu'on va avoir derrière ça. Est-ce qu'il faudra être certifié HVE? Est-ce qu'il faudra s'engager sur des bilans de bien-être animal? Est-ce qu'il faudra s'engager sur des paiements pour services environnementaux? Est-ce qu'il faudra s'engager sur des surfaces d'intérêt écologique plus importantes? Ça va faire partie des choses justement qu'il va falloir définir.
Par contre, on le verra tout à l'heure, pour les agriculteurs du Cantal, ce sera très important, j'allais dire, de s'intéresser à ces éco-régimes pour maintenir le niveau d'aide dans les exploitations. Et on aura aussi toujours le système de MAE qui sera peut-être un peu revisité comme outil vert pour cette future PAC. Donc, finalement, quels sont les enjeux pour les exploitations du Cantal? Alors, 3 grands enjeux. Vous l'avez compris, le premier, c'est l'équation budgétaire. Dominique vous a clairement montré que la place des aides est vraiment très importante pour les exploitations du Cantal. Donc, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir demain en termes d'aides couplées? On parlait des systèmes allaitants. Est-ce qu'on va avoir une réorientation des aides dans les systèmes allaitants, par exemple? Ou est-ce qu'on va pouvoir maintenir les enveloppes qui sont là aujourd'hui? On a aujourd'hui aussi un peu de pression par rapport à ce plan protéines qui pourrait favoriser des aides couplées sur des zones végétales et peut-être moins d'élevage. Donc, on a aujourd'hui un véritable enjeu sur le maintien des aides couplées. On sait que l'ICHN, il y a des discussions pour élargir encore la zone qui pourrait être défavorable, on va dire, à des secteurs comme le Cantal. Et le paiement de base, alors même si on continue la convergence, comme l'a dit Dominique, en moyenne, on va dire que les exploitations du Cantal ont aujourd'hui quasiment fini leur convergence interne, même si on augmentait le taux à hauteur de 85%. La ferme Cantal, globalement, aura beaucoup moins à gagner sur la convergence de la future PAC par rapport à celle que l'on a connue. Donc, la question de l'équation budgétaire, elle est vraiment essentielle. Et donc, effectivement, le deuxième enjeu, c'est d'arriver à préserver les enveloppes d'aide PAC pour les exploitations. Alors, on a fait quelques simulations de manière, on va dire, très empirique, mais en gros, vous avez finalement le pourcentage d'exploitation aujourd'hui qui dégage moins de 1 SMIC au niveau du Cantal, et on voit que c'est relativement important. Et vous voyez sur le graphique que voilà, si on simule une baisse du paiement vert, si on simule une baisse de l'ICHN ou des aides globales, on voit que la proportion d'agriculteurs qui n'arrivent plus à avoir de revenus disponibles augmente, on va dire, de manière relativement importante. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il était important de se préoccuper, on va dire, de la disparition du paiement vert, parce qu'aujourd'hui, voilà, un calcul tout simple, le paiement vert, ça doit être 77 € à peu près par hectare. Donc, si vous êtes agriculteur et que vous avez 100 hectares, c'est 7 700 € demain qui sont en jeu. Donc, ça veut dire que de se préoccuper des éco-régimes va devenir incontournable pour arriver finalement à substituer cette disparition du paiement vert. Donc, la préservation des enveloppes, c'est aussi un enjeu pour préserver la situation économique des exploitations du département. Donc, le troisième enjeu, c'est ces fameux éco-régimes. Donc, c'est un enjeu économique, comme je vous l'ai dit, pour arriver à trouver une substitution des paiements verts, mais c'est aussi peut-être une occasion formidable pour un département comme le Cantal de faire valoir tous les bénéfices environnementaux qu'ont voilà, une conduite herbagère, qu'ont une conduite limitante en termes d'intrants, de consommation de produits chimiques. Et donc là, il y a peut-être des choses à ouvrir, des choses à créer autour des paiements pour services environnementaux afin de rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils apportent, on va dire, à la société par leurs bonnes pratiques. C'est peut-être effectivement d'aller chercher de la certification environnementale, d'utiliser les bilans carbone pour montrer et faire reconnaître les bonnes pratiques qu'il peut y avoir sur le département. Mais là, du coup, les collègues de la Chambre vous en diront plus. Mais c'est probablement un des enjeux pour la ferme Cantal que de faire valoir finalement, on va dire, les bonnes pratiques environnementales. Donc, pour conclure, effectivement, on voit que les aides PAC, elles sont aujourd'hui absolument indispensables aux équilibres économiques des exploitations. Par contre, elles ne doivent pas masquer effectivement ces enjeux de valeur ajoutée. Dominique l'a clairement montré. Le levier technique, la performance économique, elle dépend avant tout de la manière dont l'agriculteur va conduire, on va dire, son système. Et que globalement, la ferme Cantal, voilà, elle a des atouts à faire valoir dans ce contexte où finalement l'enjeu environnemental prend de plus en plus de place. Et donc, je crois qu'on va passer voilà, un petit temps de questions s'il y en a de nouvelles. Effectivement, merci Nathalie. Une question qui peut-être se rattache à la présentation de Dominique tout à l'heure, de Sabine Boumerol. Donc, quelle est la part des exploitations en lait bio? C'est par rapport à ta présentation, Dominique. Est-ce que tu sais? Pour l'instant, elle est relativement faible, quoi, je dirais.
Il n'y a pas un gros. En plus, on est dans des conversions. Enfin, toutes les conversions ne sont pas terminées, donc c'est vrai que sur les bio encore, on n'a pas voilà, on commence à évoluer dans les références, mais après, il n'y a pas non plus entre le bio, le conventionnel et l'AOP des écarts phénoménaux, quoi. Voilà, on est quand même souvent sur des mêmes bases de BE, quoi. Après, sur la place des aides, effectivement, les exploitations laitières bio sont un peu plus dépendantes des aides qu'on va dire que les autres systèmes AOP ou conventionnels. Alors, j'ai plus exactement les pourcentages en tête, mais effectivement, il y a une dépendance peut-être un petit peu plus forte dans les systèmes bio. Et là où je te rejoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les conversions qui vont se terminer et on avait les aides à la conversion qu'on n'aura plus aussi dans nos exploitations. Et donc, derrière, il faut trouver du produit supplémentaire en valorisation du lait pour compenser cette perte d'aide, quoi. Très bien. Une question qui a été posée par Anaïs Perronnet. On a eu, je pense, une partie de la réponse dans l'intervention de Nathalie. Donc, quelle sera la perte d'aide pour la ferme Cantal qui ne s'inscrirait pas dans un éco-régime? Oui, bah, du coup, c'est ça, hein, c'est 77 €, je crois que c'est le montant du paiement vert moyen pour la ferme Cantal, multiplié, on va dire, par le nombre d'hectares, et ça vous donne grosso modo la proportion de ce qui pourrait être perdu à l'échelle d'une exploitation. Donc, enfin voilà. Après, on voit bien que sur les équilibres économiques, perdre, 5 ou 7 000 € d'aide, enfin voilà, rendrait l'équation quand même compliquée. Donc, d'où la nécessité de s'intéresser à ces éco-régimes pour au moins substituer en partie les paiements verts. Voilà. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ce sera une démarche volontaire, et donc c'est pas. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment l'agriculteur qui va s'engager sur une démarche pour aller au-delà de la réglementation de base. D'accord. Une autre question, Anaïs Perronnet, est-ce que les labels de production AOP bio entrent dans les éco-régimes ou pas du tout? Alors aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir des discussions autour du bio. Est-ce que le bio sera reconnu comme éco-régime? C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile de répondre à cette question-là parce que justement la définition de l'éco-régime reste encore très ouverte. En tout cas, voilà, à notre échelle, on n'a pas d'éléments vraiment, spécifiques pour savoir si ces labels qualité feront partie des éco-régimes demain. D'accord. Samuel Duquet, de nouveau une question. La mise en place de ces éco-schemes ou éco-régimes va-t-elle nécessiter de revoir la politique d'investissement à l'image de ce qui s'opère avec le plan de relance? En tout cas, on voit clairement que entre les orientations du plan de relance et les orientations de la future PAC, il y a des choses, on va dire, qui vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire que le plan de relance, met en place des mesures autour du bien-être animal, encourage la réalisation de bilans carbone, met en place un crédit d'impôt HVE. Donc effectivement, on se dit qu'à un moment donné, les politiques publiques, elles vont avoir une certaine cohérence et que tous ces signaux-là, allant dans le même sens, il est fort probable que derrière les éco-régimes, on retrouve ces mêmes thématiques-là. En tout cas, ça serait surprenant qu'on aille sur des sujets complètement nouveaux, quoi, hein. Très bien. Encore 2-3 questions et ensuite on faudra qu'on passe au sujet suivant compte tenu de l'horaire. Donc Sébastien Merle qui commence pas par une question mais une affirmation. Les vaches auront de moins en moins d'importance au sein de la ferme Cantal. Donc question, ne va-t-on pas renforcer la course à l'hectare avec des structures toujours plus grandes et de moins en moins de main-d'œuvre? Oui, alors c'est un vaste sujet effectivement aujourd'hui. On l'a vu au départ, c'est vrai que l'agrandissement, elle contribue, on va dire, à l'augmentation des aides dans la ferme Cantal. Enfin, en tout cas, ce que vous décrivez, la remarque que vous faites, c'est ce que l'on connaît déjà aujourd'hui, c'est effectivement une érosion du nombre d'agriculteurs, un agrandissement des structures. Et donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on va poursuivre cette tendance-là ou est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à marquer une rupture, peut-être, en cherchant on va dire d'autres éléments pour l'équation économique, du sujet environnement par exemple. Mais ce que vous décrivez, c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui, quoi.
Merci. Alors, encore deux questions. De nouveau, Samuel Duquet. Savez-vous si l'effort environnemental déjà effectué par nos exploitations cantaliennes sera récompensé, entre guillemets, dans ces éco-régimes? Alors là, je pense que les éléments de réponse, vous les aurez notamment avec l'intervention des collègues de la Chambre qui ont réalisé notamment depuis plusieurs années des bilans carbone et qui pourront vous donner voilà, une vision plus précise que moi sur voilà, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la ferme Cantal par rapport au sujet environnement. Allez, puis une petite dernière. En restant prudent, quel pourcentage de perte d'aide pouvons-nous appliquer au montant global des aides PAC actuelles sur les exploitations cantaliennes? Question compliquée. J'allais dire, voilà, dans les systèmes allaitants, on l'a vu, hein, on n'arrive pas à équilibrer le BE sans les aides. Donc, même qu'on enlève qu'un tout petit pourcentage d'aide, ça aura forcément un impact économique négatif. On voit que les exploitations laitières ont peut-être un peu plus de capacité de résistance par rapport à ça, mais enfin voilà, c'est vraiment très très difficile de répondre à cette question vu les résultats qu'a montré Dominique. Hein. Très bien. Bon, merci beaucoup Nathalie et Dominique. On va maintenant donc changer d'intervenant pour passer au sujet suivant. Donc, pour parler de certification environnementale avec Denis Bonneau, donc de la Chambre d'agriculture, et Clément Martel, son collègue, qui vont prendre place à la tribune pour aborder ce sujet. Sur les 20 minutes qui restent avant de passer au dernier sujet qui sera le bilan carbone. Donc, c'est Denis Bonneau qui commence tout de suite. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, donc une séquence sur la certification environnementale et donc son niveau 3 qu'on qualifie d'HVE, de haute valeur environnementale. Donc moi je suis chargé de mission filière de qualité à la Chambre d'agriculture du Cantal. Donc ça m'a amené à travailler dès le début des années 2000 sur des analyses de l'agriculture raisonnée, puis sur la certification environnementale hein, qui a été créée en 2011 et qui faisait suite du coup au Grenelle de l'environnement. Donc ça replace aussi le contexte de la certification environnementale. Voilà, les choses se sont accélérées plus récemment, hein, donc à partir de fin 2018 et notamment de la loi Egalim. Je pense que c'est moi qui… Voilà. Ok, voilà, on m'explique la petite manip. Voilà, super, merci. Et donc du coup, voilà, donc des pratiques, enfin des analyses qui ont été menées plus récemment avec le service chez nous de recherche innovation et notamment les ingénieurs références d'Inosis pour voir dans le Cantal comment pourrait se décliner la certification environnementale et des analyses qui ont bien sûr été partagées avec les responsables professionnels élus de la Chambre d'agriculture. Donc effectivement, 2011, j'ai rappelé un peu l'origine de la certification environnementale, avoir aussi en tête que c'est une certification qui est plutôt née pour les productions végétales et qui est montée petit à petit en puissance, notamment en viticulture. Et vous avez une carte là qui représente le nombre d'exploitations agricoles qui sont engagées par département au niveau 3 de la certification environnementale. Et ça se superpose en gros avec les zones viticoles. C'est rajouté aussi deux autres secteurs qui sont un peu plus à la pointe, c'est l'arboriculture et le maraîchage. Mais au final, valeur aujourd'hui, seulement 3% des exploitations engagées au niveau 3 sont issues de filières animales, toute espèce confondue. Hein. Donc voilà, ce schéma bâti pour les productions végétales et puis des choses qui s'accélèrent, hein, sachant qu'il y a une attente sociétale qui est vraiment forte hein, et pour la commercialisation des produits, je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment des choses à considérer hein, puisque en parallèle de la qualité des produits qu'on sait faire, il faut aller chercher aussi de la valeur ajoutée sur cet affichage du respect de l'environnement et concrètement la certification environnementale repose sur deux indicateurs très concrets qui ont déjà été évoqués précédemment par rapport à l'évolution de la PAC. Hein. C'est la mesure de la biodiversité qui sera très concret, et puis l'autonomie des exploitations. Et on verra tout à l'heure qu'on est sur notamment une limitation des intrants, excusez-moi, liés à la fertilisation et aux produits phytosanitaires. Donc voilà, cet enjeu sur la commercialisation des produits. Et puis ce qui arrive, je l'ai évoqué, 2018, donc la loi Egalim, qui cite à deux reprises HVE, d'une part pour répondre à une obligation de la restauration collective pour ses achats à partir du 1er janvier 2022, qui devra se faire à 50%
adossés à des démarches bio ou sous signe officiel de qualité. Et le deuxième levier qu'on a, c'est HVE. Voilà. Et puis aussi la loi Egalim qui a cité l'obligation pour les signes officiels de qualité, donc nos AOP et nos labels rouges, de prendre un volet environnemental dans leur cahier des charges. C'est ça c'est à l'horizon de 2030, ou si c'est pas le cahier des charges qui évolue, ça sera s'adosser à la certification environnementale. Alors, je fais le lien avec l'intervention précédente, puisque on voit bien qu'avec les éco-régimes de la nouvelle PAC, ce sera certainement stratégique aussi de s'intéresser à HVE. Il y a aussi des choses qui sont vraiment très concrètes dès maintenant dans le département. C'est la modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Donc, pour des dossiers d'installation hors de l'agriculture biologique ou des indications géographiques, eh bien, le dispositif HVE permet d'accéder à la modulation sur le volet agroécologique. Par exemple aussi sur l'éligibilité des dossiers du plan de modernisation des bâtiments agricoles, ça peut apporter des points supplémentaires. Et donc voilà, des éléments plus récents même, liés au plan de relance, et un élément très important sur lequel je pense on reviendra, qui est le crédit d'impôt qui a été décidé pour des exploitations qui vont être certifiées HVE en 2021 ou 2022, ce qui générera donc un crédit d'impôt potentiel pour l'année suivante. Donc ce crédit d'impôt est de 2 500 € par exploitant et la transparence pour les GAEC a été prévue à hauteur de 4 associés par GAEC. Et enfin, le dernier élément là qui arrive en 2021, qui est le Conseil stratégique phytosanitaire, qui imposera finalement pour le renouvellement des certificats d'avoir 2 conseils par période de 5 ans, 2 conseils qu'on appelle le conseil stratégique. Et finalement, dans le cas de HVE, ces conseils stratégiques, il y a exonération pour l'exploitant des conseils stratégiques liés au dispositif de la certification phyto. Voilà pour planter un petit peu le décor. Donc, du coup, c'est Clément Martel qui a rejoint la Chambre d'agriculture récemment, qui est donc conseiller spécialisé, conseiller d'entreprise spécialisé HVE, et dont la mission sera d'accompagner les exploitations agricoles sur la question HVE, qui va prendre le relais pour vraiment expliquer le dispositif et les modalités d'accès. Merci Denis. Donc Clément reprend la suite directement. Bonjour à tous. Donc du coup, je vais vous présenter en détail ce que c'est le label HVE. Donc le label HVE, voilà, se compose de 3 niveaux. Donc, le niveau 1, c'est le respect des exigences environnementales de la conditionnalité de la PAC. Donc c'est vraiment un niveau réglementaire. Après, donc, on a un niveau 2, c'est un niveau transitoire entre le niveau 1 et le niveau 3, qui est là, donc, du coup, une obligation de moyens basée, du coup, sur un référentiel de 16 exigences. C'est pour mieux appréhender, voilà, les exigences du niveau 3. Et après, du coup, on a le niveau 3, qui est vraiment le niveau haute valeur environnementale, où là, c'est des obligations de résultat. Donc, pour valider le niveau 3, il y a 2 voies qui se présentent. La voie A, qui est une voie dite plus complète, du fait qu'il y a 4 thématiques à valider pour valider le niveau 3, ou la voie B, qui est une voie plus économique, car elle prend en compte le critère de la dépendance aux intrants. Et du coup, c'est vraiment à partir du niveau 3 qu'on peut avoir accès aux aides spécifiques que vient de vous citer mon collègue. Donc, le niveau 1, c'est le respect aux exigences environnementales de la conditionnalité des aides PAC. Donc, tout ce qui concerne le domaine de l'environnement, de la santé des végétaux et des bonnes conditions agricoles et environnementales. Ce bilan des exigences est validé du coup par un organisme habilité au système conseil agricole, dont la Chambre d'agriculture. Il faut savoir que l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes sont habilités système conseil agricole. Suite du coup à la validation des exigences environnementales, on accompagnera après l'exploitation agricole au regard du référentiel du niveau 2 ou au regard des seuils de performance environnementale du niveau 3 selon l'orientation qu'a choisi l'agriculteur dans l'exploitation agricole. Parce qu'on n'est pas obligé de valider le niveau 2 pour passer au niveau 3. Le niveau 2, du coup, comme j'ai dit précédemment, c'est pour mettre des moyens en place
pour bien montrer qu'on prend en compte l'environnement dans son exploitation agricole. Donc, il y a 16 exigences à respecter autour de 4 thématiques aussi. Donc, il y a la thématique biodiversité, où là, il faut mettre en place, par exemple, une cartographie qui répertorie toutes les infrastructures agroécologiques sur l'exploitation. On a après la thématique stratégie phytosanitaire, où là, il faut mettre en place des cahiers d'enregistrement des interventions de protection des cultures. Pour la thématique gestion de la fertilisation, on doit mettre en place un plan prévisionnel de fumure, un cahier d'enregistrement des pratiques de fertilisation et, par exemple, aussi une estimation des quantités d'effluents qui sont produites sur l'exploitation agricole. Et enfin, on a la thématique gestion de la ressource en eau, où là, il est demandé, si on est concerné, de mettre en place un cahier d'enregistrement des pratiques d'irrigation. Mais donc, ce niveau 2 n'est en certification individuelle, c'est pas forcément intéressant pour l'agriculteur parce qu'il ne peut pas bénéficier du coup des avantages du label HVE. C'est pour ça qu'elle est moins répandue en certification individuelle. Mais par contre, elle peut être mise en place en démarche collective. Et il existe aussi du coup des reconnaissances totales ou des reconnaissances sectorielles qui permettent d'avoir des équivalences de niveau 2. Donc en reconnaissance totale, on a par exemple le label agriculture raisonnée ou des chartes environnementales qui permettent du coup voilà, d'accéder directement au niveau 2. Ou sinon, si on est en reconnaissance sectorielle, donc par exemple en viticulture ou en grande culture, mais on n'est pas trop concerné dans le Cantal, il y a des chartes comme Terre Habitis ou culture raisonnée contrôlée qui sont des reconnaissances sectorielles permettant d'avoir des équivalences de niveau 2. Mais voilà, donc pour faire une synthèse de ce niveau 2, c'est pas forcément intéressant en certification individuelle. Donc du coup, la certification niveau 3 comporte 2 volets, enfin 2 voies, soit la voie A, soit la voie B. Et la voie A a permis voilà, de certifier presque plus d'un 3/4 des exploitations HVE en France. Du coup, pour valider cette voie, il faut obtenir 10 points dans chaque thématique. Donc, par exemple, si on prend la thématique biodiversité, on voit l'indicateur part de la SAU en infrastructure agroécologique. Donc, ce critère est le critère le plus pondéré du volet biodiversité, puisque si on a 9% de la SAU qui est représentée par des infrastructures agroécologiques, on a directement 10 points. Donc, ce qui permet de valider la thématique biodiversité. En ce qui concerne le volet phytosanitaire, il faut avoir un IFT inférieur de 50% à l'IFT de référence. Il faut savoir que dans la région de l'Auvergne, l'IFT de référence herbicide est de 1,37, il me semble, 1,37, et pour l'IFT hors herbicide, c'est de 2,36. Donc, si on a un IFT inférieur de 50% en herbicide et hors herbicide, on a aussi 10 points, ce qui permet de valider la thématique phytosanitaire. Concernant la thématique fertilisation, le bilan azoté permet de connaître l'azote qui est apporté sur l'exploitation agricole. Et il y a plusieurs outils pour calculer le bilan azoté. On a soit le bilan Corpen, soit la balance globale azotée ou le bilan apparent. Et selon la méthode qu'on utilise, il faut qu'on ait un résultat inférieur à 40 kg d'azote par hectare pour avoir les 10 points. Après, il n'y a pas forcément de critères pondérés pour la ressource en eau, mais pour la valider, enfin, si on est concerné, pour la valider, c'est pas compliqué, c'est des critères assez généraux. Et du coup, pour la voie B, c'est une voie qui est moins représentée puisque c'est une voie plus économique. Ça prend en compte, du coup, pour la biodiversité, la part de la SAU, enfin, la part des IAE dans la SAU. Il faut que les infrastructures agroécologiques soient supérieures à 10%, ou sinon qu'on ait plus de 50% de prairies permanentes dans la SAU. Et la dépendance aux intrants, du coup, il faut que le ratio intrant sur le chiffre d'affaires soit inférieur à 30%. Et dans le chiffre d'affaires, du coup, on ne compte pas les aides PAC à l'intérieur. Et d'après les estimations qu'on a pu faire dans la Chambre d'agriculture, ce ratio, on arrive à un taux de 40%, 50%. Et vraiment, les exploitations qui sont les plus autonomes
on arrive à un résultat de 29%. Donc, c'est un critère dans le Cantal assez fragile. Et donc, c'est pour ça que pour certifier les exploitations dans le Cantal, on opterait plus sur la voie A. Donc, du coup, comment il faut faire pour être certifié exploitation HVE? Si on prend le cas d'une certification individuelle, donc il faut valider le niveau 1 par un organisme habilité Système Conseil Agricole, donc ici la Chambre d'agriculture. Et en plus, on vous accompagnera du coup dans la démarche du niveau 2 ou du niveau 3 selon ce qu'a choisi l'exploitation agricole. Donc en regardant différents indicateurs. Et après, c'est l'organisme certificateur qui prend la main pour faire l'audit de certification HVE. Quand on a obtenu l'audit de certification, donc 18 mois plus tard, il y a un autre audit intermédiaire pour savoir si l'exploitation agricole respecte toujours les exigences des cahiers des charges. Et après, voilà, au bout de 3 ans, il y a un audit de renouvellement pour si l'exploitation agricole veut se renouveler en HVE. Si c'est en certification collective, du coup, la validation du niveau 1 est la même qu'en certification individuelle. Et en plus, il faut que, du coup, pour la structure collective, il faut que cette dernière mette en place un système de suivi et de contrôle interne pour savoir si tous les exploitants agricoles de la structure collective respectent le cahier des charges du niveau 2 ou du niveau 3. Et l'organisme certificateur contrôle ce système de suivi et réalise après des évaluations sur un échantillon d'exploitation. Et là, donc, du coup, il y a un audit annuel de ce système de suivi. Et c'est pareil, c'est un engagement sur 3 ans. Donc, je vais redonner la parole à mon collègue pour faire une conclusion sur le label HVE. Voilà, merci Clément. On va avancer dans le diapo. Je crois qu'il y avait une dernière diapo. Je sais pas. Oui. Non, c'est sur le côté, là. Bloqué, Ah, on va demander à la technique s'il peut faire avancer le diaporama. Voilà, juste une conclusion, oui, qui pourrait être donnée comme l'intérêt de se lancer maintenant. Donc, on l'a compris, hein, ça va permettre de participer à la reconnaissance des pratiques vertueuses vis-à-vis de l'environnement, hein, pour des exploitants, des agriculteurs qui voudraient vraiment faire cette reconnaissance des pratiques. C'est vraiment très important, hein, aux côtés de la qualité des produits sur lesquels on travaille et aux côtés aussi des diagnostics de bien-être animal qu'on a évoqué également tout à l'heure. Hein. Et on l'a bien vu par rapport aux éco-régimes de la PAC. Hein, je pense qu'on va avoir la nécessité d'afficher des pratiques sur ce volet environnemental. Bien sûr, l'intérêt pour la commercialisation des produits. Alors, ça peut jouer à titre individuel. Hein, j'ai rappelé tout à l'heure l'approvisionnement de la restauration collective. Ça peut être aussi stratégique pour des exploitants en circuit court. Mais il y a bien sûr le volet collectif, le volet des filières qui va certainement se saisir et la loi, a priori, va lui imposer, hein, pour les filières sous signe officiel de qualité, va se saisir de ce sujet en phase avec l'attente des consommateurs, d'une part, mais aussi pour aller chercher de la valeur ajoutée, hein, par rapport à la reconnaissance des pratiques. Donc là, un vrai enjeu quand même économique aussi et collectif dans le cas des filières. Et bien sûr, derrière ça, on voit le territoire, hein, afficher un territoire qui serait largement engagé dans HVE, au-delà des ZPAC, hein, qu'on a évoqué. C'est vraiment quand même un peu stratégique. On met souvent en évidence le taux d'herbe qu'on a dans le Cantal, hein, notre surface en herbe à 96%. Le jour où on affichera un taux d'exploitation agricole engagé à HVE, ça sera aussi un élément de dynamique pour notre territoire. Donc, pour un peu conclure sur l'idée qu'on c'est facilitant de se lancer maintenant grâce au crédit d'impôt, hein, et dans un premier temps à titre individuel, on va pouvoir répondre fortement aux exploitants. La mobilisation du crédit d'impôt qui va se faire donc sur le niveau 3
Clément l'a expliqué, hein, à titre individuel, il n'y a pas du tout d'intérêt à se lancer sur le niveau 2 et ça permettrait pas l'accès au crédit d'impôt. Donc là, on parle bien du niveau 3 sur sa voie A. Et donc, concrètement, c'est la validation du niveau 1, hein, l'attestation du respect de la conditionnalité des ZPAC. Hein. C'est quelque chose qui était déjà réalisé, hein, par le réseau Chambre d'agriculture pour des exploitants. Donc, on va décliner maintenant dans le cadre de la certification HVE et on va accompagner aussi les exploitants pour les aider à se positionner et vérifier qu'ils soient bien conformes au référentiel de la certification. Ce qu'il faut avoir en tête quand même pour les agriculteurs, c'est la nécessité d'enregistrer des pratiques. Alors, sur le niveau 2, il fallait des prévisionnels de fumure, des enregistrements de décisions d'intervention phyto. Là, dans le niveau 3, on parle bien que de l'enregistrement des pratiques, notamment en fertilisation et en phyto sur les surfaces. Donc, voilà, il faudra avoir en tête cet enregistrement obligatoire. Des outils sont disponibles, hein, comme Mes Parcelles, par exemple, qui est un outil vraiment fonctionnel et qui fera le lien dès la fin d'année avec la certification environnementale. Et puis, ça a été rappelé aussi par Clément, hein, c'est l'intervention d'un organisme certificateur. Donc, dans une voie individuelle, c'est tous les 18 mois la venue d'un organisme certificateur sur une petite demi-journée, hein, pour l'exploitant et pour des coûts qu'on a commencé à analyser avec des devis de plusieurs organismes certificateurs, donc des coûts d'audit qui vont de 330 € lorsqu'on peut cumuler avec un audit agriculture biologique jusqu'à de l'ordre de 500 € pour une visite. Voilà. Et puis, je voulais quand même conclure aussi sur l'enjeu du collectif, hein, pour les filières. Je crois qu'il y a des questions qui ont été posées dans ce domaine-là. Je crois que là, on part sur une voie individuelle pour l'instant, voilà, avec l'opportunité du crédit d'impôt. Mais à moyen terme, c'est vraiment un enjeu, je pense, collectif qui est posé, d'une part pour les filières et d'autre part aussi pour le territoire. Voilà, je crois qu'on propose un petit sondage auprès des personnes qui suivent le webinaire là, et donc je pense qu'il va être, vous pouvez aller participer au sondage sur l'onglet qui est à droite de votre écran. Et puis bien sûr, on va répondre aux questions. Certaines, je crois, ont déjà été posées, d'autres vont peut-être arriver, et voilà, on se rend disponible pour des questions parallèlement à vos réponses au sondage. Très bien, donc merci Denis, merci Clément. Donc effectivement, on va passer au sondage. On va vous laisser répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire, selon vous, quel sera le degré d'enjeu de HV3, de HVE3, il manque un, dans l'avenir? Donc, soit relativement important, soit très important, peu important, pas du tout important. Donc, on vous laisse répondre à ces questions. Pendant ce temps, on va reprendre le chat. Et puis on va revenir sur une question qui avait été posée par rapport à la valorisation ou revenu en tout cas en AOP par rapport au conventionnel, puisqu'il y avait une discussion dans la salle, en toute discrétion. En tout cas, la question a été précisée par Nathalie Velay, qui nous a donné la réponse un petit peu plus bas, Ludovic, animateur webinaire juste en bas. Voilà. Donc, vous nous avez posé des questions sur les AOP. Voici quelques chiffres. Donc, les exploitations ont dégagé en moyenne 12 270 € de revenus par UTH et 58% sont en bonne santé, donc en AOP. En conventionnel, le revenu est de 11 460 €, donc en moyenne, et 54% sont en bonne santé. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence de revenus et de meilleure santé, donc malgré tout sur les exploitations en AOP. Ensuite, donc si on reprend les quelques questions avant d'aller voir le résultat du sondage, Anne-Claire Guéné qui nous demande, côté Cantal, comptez-vous explorer la voie collective? Peut-être que Denis pourrait nous éclairer sur le sujet. Oui, effectivement, oui, la première stratégie, c'est de répondre aux besoins des filières, hein, de produits alimentaires. Donc voilà, donc nous, on pourra contribuer, voilà, à la demande des filières à accompagner les exploitants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pression de contrôle du coup de l'organisme certificateur est moins forte pour les exploitants, puisque c'est la structure collective qui sera contrôlée et elle-même donc suit annuellement les exploitants. Donc c'est aussi une rationalisation, on va dire,
économique du coût de la certification environnementale. Après, on pourrait même aller plus loin sur des orientations par territoire. Certains l'ont fait en France. Il y a une région voisine, la Nouvelle-Aquitaine, qui pousse pour que tous les agriculteurs de la région soient engagés à HVE. Donc, c'était parti avec la viticulture, bien sûr, sur le Bordelais. Mais voilà, maintenant, ça s'étend dans les différents territoires. Et donc, les deux sont possibles. Mais la première entrée, je pense, assez rapidement, ça sera répondre à la demande de filière. Très bien. Une question de Caroline Amillot. Bonjour, les traitements de lutte contre les rats-aux-pieds rentrent-ils en compte dans la partie phyto, pH3 ou ratron? Ben oui. Oui, normalement, étant un produit phytosanitaire, le ratron ou le pH3 rentre dans la prise en compte de l'IFT. Donc, de l'indicateur de fréquence de traitement. Voilà. Donc, Laetitia Lajari nous demande si l'audit niveau 2 et 3 est effectué par quel organisme certificateur? Donc, tu réponds, Clément? Oui, enfin, on a identifié, je vais répondre si tu veux, Clément, on a identifié, 6 organismes certificateurs qui sont déjà présents dans le département. Voilà, donc après, il y a une liste qui est sur le site du ministère de l'Agriculture, donc peut-être, je crois, une douzaine ou une quinzaine d'organismes certificateurs au total. Mais c'est vrai qu'on a pour l'instant, nous, identifié 6 organismes certificateurs auprès desquels on les a consultés et demandé des devis pour leur intervention. Voilà, ceux-là, on va les préconiser pour les agriculteurs qui le souhaitent. Très bien. Il nous reste encore 3 ou 4 minutes, donc on passe à l'intervention suivante. Donc, on prend encore quelques questions. Anne-Claire Guémet, le système conseil agricole est-il une démarche de niveau régional, départemental? Donc là, je réponds rapidement en disant que c'est donc les organismes de conseil qui font une demande au niveau du ministère et c'est la DRAF qui certifie SCA, l'organisme qui fait la demande. Marilyn Capodon nous demande, à votre avis, quelle part des exploitations du Cantal pourra être facilement qualifiée en HVE3? Est-ce qu'on a une idée? Majorité. Oui, la très très grande majorité. Toutes les simulations qu'on avait fait, notamment à partir du réseau Inosis, montraient que voilà, on pouvait être dans les clous. On a insisté nous sur que quelques critères. Enfin, Clément de la présentation a insisté sur quelques critères, mais c'est vrai que sur la biodiversité, avec la part de prairies permanentes qu'on a dans le département, les infrastructures agroécologiques, voilà, là, voilà. Sur les autres aspects fertiles et phytosanitaires, on a aussi d'autres critères. On les a pas tous développés, mais la combinaison des différents critères pose pas vraiment de grosses difficultés. Peut-être la part de légumineuses, par exemple, est un peu plus fragile, mais bon, on se rattrape sur d'autres lignes. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude et la très très grande majorité des exploitations pourront intégrer un référentiel. Ok. Audrey Arias, il me semble aussi poser une question. Qu'est-ce qui est intégré dans le ratio des intrants par rapport au chiffre d'affaires dans la voie B? Oui, alors c'est c'est moi qui continue à répondre, mais c'est tous les intrants qui rentrent, donc toutes les fournitures d'aliments, d'engrais, l'eau, les produits vétaux. Enfin, on pourra transmettre une fiche technique, on l'avait créée. Ce qui est clair, c'est que les systèmes les plus autonomes qu'on avait vus dans le réseau Inosis, c'était à 29%, donc avec peu finalement de capacité d'adaptation. Le seuil, c'est maxi 30%. Alors en système allaitant, on est systématiquement proche de 50%. Mais si je reviens aux exploitations autonomes qui étaient des exploitations laitières, plutôt herbagères, avec valorisation des produits, on est quand même un peu fragile puisque pas de possibilité d'adaptation s'il y a une sécheresse ou un événement, un aléa incontrôlable par l'exploitant qui génère par exemple plus de charges. Donc ça reste vraiment très fragile sur ce critère. Ouais. D'accord. Alice Véré-Vérez, combien d'exploitations accompagnez-vous déjà pour la certification HVE dans le Cantal? Donc Clément. Mais vu que c'est un nouveau poste et une nouvelle démarche, pour l'instant, ça débute juste la certification environnementale dans le Cantal. Et pour l'instant, il y a eu pas mal de sollicitations pour cette certification. On est dans l'entour d'une vingtaine d'exploitations. Et les premières certifications devraient commencer dans la semaine. Donc, voilà, il y a eu une vingtaine de sollicitations pour l'instant dans le Cantal pour le label HVE. Très bien, merci. Ensuite, Marie Perrault-Terron, donc y aura-t-il une correspondance entre la qualification label rouge et la certification HVE?
Ouais, je vais répondre du coup, puisque j'anime en plus une structure de pilotage d'un label rouge. Là, voilà, on vient de Salaire. Oui, il y aura la loi Egalim prévoit effectivement qu'il y a une correspondance entre les labels rouges et la certification HVE. Ça a déjà été abordé au niveau du conseil d'administration de la structure de gestion du label rouge Salaire. Ça le sera forcément pour les autres labels rouges. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait sur des diagnostics de bien-être animal. Voilà, donc c'est le premier travail qui est fait. Mais derrière, il y aura effectivement la question des critères environnementaux. Est-ce qu'il faut les intégrer dans le cahier des charges ou s'adosser à une certification dans un mode collectif? Voilà, enfin les deux sont possibles et on sera obligé effectivement d'avancer pour répondre au marché, pour aller chercher de la valeur ajoutée. Puis voilà, c'est un peu l'histoire qui nous y conduira de toute façon. Très bien. J'ai zappé une question de Samuel Duquet juste avant, une question un peu difficile et large qui ne sera quand même qu'avec une réponse concise derrière, on n'aura pas le temps de faire mieux. Quelle pertinence afficher un niveau HVE dans la production du maigre? Comment s'assurer d'une valorisation des broutards suite à des pratiques HVE? C'est voilà, c'est la réponse. Oui, voilà. Oui, enfin, je pense que là aujourd'hui, voilà, enfin, je sais pas s'il y a une demande des exportateurs de broutards, hein, puisque là, bon, voilà, vous savez comment fonctionne le marché des broutards. Il n'y a pas eu une demande à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, dire qu'il y aura une plus-value pour la vente des broutards parce que l'exploitation ou l'organisation de producteurs qui commercialise les broutards est à HVE, je pense qu'aujourd'hui, la réponse c'est non, quoi. Mais, voilà. Bon, après, on pourrait peut-être faire d'autres réponses liées justement à l'affichage et à la pertinence par rapport aux demandes de la société malgré tout. Et puis, il y a d'autres avantages aussi HVE qu'on a vu tout à l'heure au début de ta présentation, qui peuvent être aussi intéressants malgré tout à l'échelle individuelle, peut-être pas à l'échelle de la filière, effectivement. Toujours Samuel Duquet, ne craignez-vous pas que très vite le HVE devienne la norme dans l'exigence du consommateur sans pour autant que ce dernier soit prêt à y mettre le prix? C'est toute la difficulté. Ouais, on le voit aujourd'hui au niveau de la viticulture, ça a été une exigence du consommateur et on retrouve dans les supermarchés beaucoup de vins HVE. Est-ce que ça sera la norme après? Oui, pour l'élevage, ça on ne peut pas le dire, mais sûrement que ça sera plus vulgarisé auprès du consommateur. Donc peut-être qu'au contraire, le consommateur sera prêt à y mettre le prix, je pense. Très bien. Nicolas Vigneault, donc au-delà de la dimension environnementale, une considération paysagère des pratiques agricoles, entretien des paysages et valorisation du territoire, peut-elle entrer en compte dans la certification et le suivi HVE? Sur le volet biodiversité, je pense qu'il y a quand même une reconnaissance de pratiques déjà en place avec le maintien de prairies permanentes, d'éléments de paysage, hein, au travers ce qu'on a qualifié d'infrastructures agroécologiques. Donc là, je pense quand même il y a reconnaissance de la dimension paysagère, quoi, me semble-t-il. Hein. D'accord. Allez, deux dernières questions. Après, on passe à l'intervention suivante parce que le temps passe vite. Une certification HVE est à l'échelle de l'exploitation ou par catégorie animale de l'exploitation? Question de Sébastien Salat. Donc là, contrairement au bio, le label HVE, c'est vraiment sur toute l'exploitation et pas que sur une catégorie de l'exploitation. Très bien. Et Marie Perrot-Terron qui nous pose la question. Les zones vulnérables classées dans le Cantal seront-elles pénalisées par la certification HVE? Non, au contraire, finalement, ils avaient presque peut-être un peu d'avance puisqu'il y avait des prévisionnels de fumure, par exemple, qui étaient obligatoires en zones vulnérables, ce qui n'était pas la pratique courante des autres exploitants. Je le redis, en niveau 3, c'est pas nécessaire le prévisionnel de fumure, et ça serait en niveau 2. On a vu qu'on s'oriente sur le niveau 3. Et juste un petit mot quand même, je reviens à la question précédente sur les productions animales. Il y a des travaux qui sont en cours pour faire évoluer quand même le référentiel, vous l'avez compris, qui est basé sur les surfaces et les productions végétales, pour intégrer plus de production, un volet plus de production animale. Et ça se discute au niveau de la Commission nationale certification environnementale, où siègent bien sûr les pouvoirs publics et des responsables professionnels. Donc, je pense qu'il y a des choses qui évolueront à l'avenir pour plus de liens avec nos systèmes de filière animale. Très bien, merci Denis, merci Clément. Donc du coup, avant de passer à l'intervention de Joël Guillemin sur le carbone, on s'aperçoit qu'effectivement, pour l'ensemble des participants, la très très grande majorité considère que HVE3 est un enjeu soit relativement important, soit très important pour l'avenir.
Donc là, voilà, il y a une unanimité dans la réponse à cette question, qui me semble aussi personnellement assez logique. Voilà. On va passer la parole donc à Joël Guillemin, qui va nous parler donc des bilans carbone, de l'empreinte carbone, des gaz à effet de serre, et de ce qu'on a pu observer, notamment dans le département, suite aux travaux qu'on a menés à la Chambre d'agriculture. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais, en lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui et sur l'approche environnementale des exploitations du Cantal, je vais vous parler, faire un focus sur le carbone et plus particulièrement, bon, ça concerne toutes les filières, mais plus particulièrement la filière laitière notamment. Donc, avec un peu un bilan des résultats que l'on a enregistrés sur les 5 dernières années, des contributions positives associées que l'on a pu aussi relever sur les exploitations que l'on a auditées, les leviers d'action que l'on peut mettre en place pour jouer sur ce volet carbone, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement pour ces éleveurs. Donc aujourd'hui, on a pu réaliser depuis 2016 156 approches carbone donc dans la filière laitière. Avec un outil qui s'appelle Cap2R niveau 2 de l'Institut d'élevage. Et donc, ce tableau permet de comparer les résultats enregistrés sur ces 156 élevages par rapport à la moyenne nationale qui compte 3900 exploitations laitières. Donc, on a entre ces deux colonnes, bon, une exploitation d'une SAU qui est à peu près de la même taille qu'au niveau national, mais par contre avec beaucoup plus de surface fourragère, puisque beaucoup de prairies permanentes, notamment, avec moins de vaches laitières que le niveau national, moins de production laitière que la moyenne nationale, et moins de maïs dans la SFP, puisqu'on n'a que 5% des exploitations auditées de la SFP qui est en maïs, contre 37% au niveau national. Et du coup, vous avez en bas sur les 3 lignes colorées, donc en jaune, ce qu'on appelle l'empreinte brute des émissions de gaz à effet de serre ramenées en kilos d'équivalent CO2 au litre de lait, de 1,07 dans le Cantal, 1,04 au niveau national, donc qui est légèrement supérieur. Et donc, c'est une unité qui est ramenée au litre de lait, donc qui est donc impactée par le fait qu'il y a un peu moins de dilution, puisqu'on est un peu moins productif par hectare ou par vache dans le Cantal qu'au niveau national. Plus de stockage, donc ça c'est la grosse différence, hein. Donc le stockage vient en diminution de l'émission brute, donc on est à moins 0,34 on va dire, donc si on veut calculer l'empreinte nette derrière, donc on est à moins 0,34 de stockage contre moins 0,11 au niveau national, ce qui fait une empreinte nette qui est beaucoup plus faible dans le Cantal que la moyenne nationale. On est à 0,73 d'équivalent CO2 au litre de lait contre 0,93 au niveau national. Donc ça, c'est un premier état qu'on voulait faire, puisqu'on avait dans des programmes expérimentaux européens, on avait des chiffres, mais qui ne concernaient pas forcément nos zones. Donc ensuite, on a voulu aussi, maintenant ayant un certain nombre de données, voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans chaque système. Donc là, par exemple, vous avez une présentation des 3 premières colonnes qui permet de faire la différence entre des systèmes 0 pourcentage de maïs dans la SFP jusqu'à supérieur à 10%. Bon, voilà, donc dans la colonne du milieu, en moyenne, les exploitations comptent 6% de maïs dans la SFP, et ceux qui sont à droite, c'est 15,6%. Et donc, on obtient voilà, des indicateurs techniques. Donc, vous avez je ne vais pas détailler tous ces chiffres, mais vous avez voilà, la SAU, la SFP, le pourcentage de prairies permanentes, le nombre de vaches, la production par vache, l'âge au premier vélage, avec voilà, des différences sur tous ces indicateurs-là, et avec du coup des empreintes brutes qui sont un peu plus élevées quand il n'y a pas de maïs, mais beaucoup plus de stockage. Voilà, donc ce qui fait que dans des exploitations qui sont entièrement herbagères, on a une empreinte nette à 0,67, et des exploitations qui sont plus tournées maïs à 0,83. Voilà, donc 0,83, je vous rappelle, c'était la moyenne nationale. Donc on est voilà, sur ces variabilités donc, qui sont importantes entre systèmes, mais qui sont aussi très importantes intrasystèmes. C'est-à-dire que là, je vous mets juste des différences entre systèmes. Par exemple, sur l'empreinte nette, dans le Cantal, sur les 156, on va des empreintes nettes corrigées donc du stockage de 0, c'est-à-dire qu'on a des exploitations qui compensent toutes les émissions par du stockage, jusqu'à 2, voilà, 2 kg équivalent CO2 ramené au litre de lait.
Voilà. Et puis, vous avez un petit focus à droite sur 18 exploitations qui ont été auditées en système bio, où on peut voir aussi leur empreinte brute et nette, donc qui ressemble à la moyenne aussi de ce qu'on avait dans le Cantal, avec quand même pas mal de stockage, puisqu'en général, ils sont basés sur des exploitations avec beaucoup d'herbes. Ensuite, donc, concernant les émissions de gaz à effet de serre ramenées en équivalent CO2, bon, ça c'est l'outil qui est comme ça, et par EGB. Donc, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a des émissions de méthane, CH4, donc pour 60,4%, de CO2 direct, donc de 20,8%, et de protoxyde d'azote, 18,8%. Et ces différents gaz à effet de serre donc, que l'on comptabilise sont liés à ces différents postes sur l'exploitation. Donc voilà, les fermentations entériques, essentiellement du méthane, impactent très fortement, donc pour 54,5%. Ensuite, on a la gestion des effluents, donc là qui est plutôt du protoxyde d'azote pour 15,4%. Ensuite, l'achat d'aliments pour 11,1%, qui est plutôt là de l'énergie directe liée au transport et à la fabrication des aliments, donc plutôt du CO2. Et puis ensuite, vous avez les autres postes, fertilisation 8,8, énergie directe 6,4, l'achat d'engrais 2,1, l'achat d'animaux, puisque on prend l'analyse du cycle de vie du produit, c'est-à-dire que effectivement, quand on achète des animaux à l'extérieur, ils arrivent avec leur empreinte carbone. Donc, en moyenne, un élevage laitier du Cantal impliqué dans la démarche aujourd'hui, donc sur les 156 que l'on a réalisés en 4 ou 5 ans. Donc là, il y a juste une petite erreur. Donc, c'est 1653 kg d'équivalent CO2 par hectare et par an. C'est pas par exploitation, donc c'est bien par hectare. Donc voilà, ça c'est la capacité de stockage d'une exploitation. On a vu juste avant, sur la diapo d'avant, les émissions brutes. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc il y avait une compensation pareil, ramené en équivalent CO2. Pour info, dans les outils que l'on utilise, donc un hectare de prairie temporaire ou permanente stocke 570 kg de carbone par an. 100 mètres linéaires de haies stocke 125 kg de carbone par an. Et un hectare d'estive stocke 250 kg de carbone par an. Donc, sur les exploitations du Cantal, voilà les compensations. Donc, tout à l'heure, on avait en moyenne 0,34 de compensation. C'est 0,34. Bon, il y a la différence entre les arrondis. Donc, on a 0,29 qui sont liés aux prairies permanentes, 0,05 qui sont liés aux haies et 0,01 liés aux prairies temporaires. Voilà. Donc, l'exploitation moyenne laitière auditée, donc entretient aussi, donc ça rejoint les thématiques qu'on a abordées avant, des hectares de biodiversité. Donc, il y a effectivement la surface qui est exploitée par l'agriculteur, mais il y a aussi, donc on prend en compte tous les aspects liés aux arbres, aux lisières de bois et les haies. Donc, on prend en compte ces éléments agroécologiques et qui sont importants puisque vous voyez aujourd'hui la capacité de stockage et de biodiversité, elle est liée presque, bon, c'est pas un tiers, mais voilà, à 39,6% liés aux prairies, 35,4% liés aux arbres et lisières de forêt et 23,3% liés aux haies. Donc voilà, ces éléments agroécologiques sont mis en valeur aussi dans le cadre de des diagnostics que l'on réalise. Et en moyenne, un chiffre que j'ai essayé de retenir, voilà, chaque exploitation possède aujourd'hui 3908 mètres linéaires de haies. Donc ce sont des éléments, je dirais, dans la conduite de l'exploitation qui peuvent peut-être poser quelquefois des problèmes d'entretien des prairies, etc. Là, aujourd'hui, on les remet en valeur et on en tient compte, notamment pour le stockage du carbone et la biodiversité des exploitations. Le diagnostic nous permet aussi de mettre en avant la performance nourricière de chaque exploitation. Donc, une exploitation laitière du Cantal, elle nourrit aujourd'hui 1392 personnes sur la base des protéines animales, donc soit en moyenne 14 personnes par hectare. Ça, c'est un élément qui n'était pas forcément lié à la performance environnementale du diagnostic, mais qui a été rajouté. Et c'est vrai qu'en termes de communication, l'éleveur est assez intéressé par ce chiffrage. Donc, on affiche des émissions de gaz à effet de serre, on affiche du stockage carbone, de l'entretien de biodiversité, mais aussi de la performance nourricière. Et ça, ce ne sont pas forcément des indicateurs que l'on avait récemment.
Donc, ça permet de resituer aussi l'agriculture dans son contexte, notamment de nourrir le citoyen, la population. Et notamment pour les filières courtes, pour ceux qui transforment, qui font de la vente directe, tout l'intérêt de ces démarches, c'est aussi d'utiliser ces notions en termes de communication auprès des consommateurs, que eux, en plus, ils voient directement. Alors, on a fait un peu l'état des lieux d'aujourd'hui, des résultats du diagnostic. Maintenant, l'avenir, c'est quel levier d'action on peut mettre en place pour jouer sur ces différents postes d'émissions de gaz à effet de serre et de compensation de stockage carbone. Donc là, j'ai remis simplement des notions qui parlent du potentiel des leviers. Donc, si on joue tout à l'heure, vous avez une diapo qui expliquait que l'essentiel des émissions était lié au CH4, au méthane et aux fermentations entériques. Donc, ce qui veut dire que l'essentiel des leviers d'action vont être sur la gestion du troupeau. Donc, c'est pour ça que les leviers peuvent être chiffrés de 10 à 15% sur la gestion des troupeaux et notamment les animaux improductifs, donc sur l'âge au vélage des génisses, sur les vaches vides, etc. Voilà, et donc sur l'état sanitaire aussi du troupeau. Donc, les leviers, ce sont ceux qu'on retrouve dans le Cantal, mais aussi au niveau national. Voilà, on a des particularités, mais pas sur ce poste-là. Donc, on a quelque chose d'important à travailler sur ce volet-là. Et ça revient aussi aux présentations du début du webinaire, notamment sur la technicité des élevages. Donc en disant c'est aussi un levier à actionner pour réduire l'empreinte carbone. Ensuite, on a des leviers liés à l'alimentation du troupeau. Voilà, donc là aussi, qui peuvent impacter le potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 2 à 4%, la conduite des cultures 3 à 4%, le stockage du carbone de 2 à 8%. Donc là, ça va vraiment dépendre effectivement de la part notamment de prairies permanentes et prairies temporaires dans la surface fourragère de nos exploitations, donc qui est quand même très différente sur les différentes zones. Et puis, la consommation d'énergie, en réalité, elle joue moins en termes de pourcentage. Voilà, donc la consommation de carburant, d'électricité, elle joue, mais pas de beaucoup, de 1 à 2%. Et simplement, là, sur cette diapo, ce que je voulais rajouter, c'est que on a déjà travaillé sur ces différents postes. C'est pas aujourd'hui des diagnostics qui ont fait que on n'avait pas travaillé avant. Donc, en 20 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà diminué de 15%. Donc, en Beauvallée. Donc donc on part d'une situation qui était déjà en mouvement, donc avec le fait d'avoir travaillé sur les consommations d'énergie, un petit peu sur la diminution de consommation et le raisonnement d'utilisation de certains intrants, comme les engrais notamment, sur le moindre gaspillage d'azote dans la ration, etc. Donc on a déjà travaillé sur ces leviers-là et on continue. Donc, à partir de diagnostics faits dans les exploitations laitières du Cantal, plus en fin de compte la mise en place des leviers d'action qui sont pas forcément des choses très différentes de ce que l'on faisait, mais c'est une autre approche qui nous permet par l'intermédiaire du diagnostic bas carbone de remettre à jour les leviers techniques à développer sur les exploitations du Cantal. Donc, si je vous cite un exemple de plan carbone, c'est-à-dire qu'à la suite du diagnostic, on peut mettre en place sur la base du volontariat de l'éleveur donc un plan carbone d'engagement de réduction de gaz à effet de serre, donc sur plusieurs années. Il y a des choses des leviers qui peuvent rapidement être mis en place, d'autres qui mettent des années. Si on travaille sur réduire l'âge au premier vélage, les jeunisses qui vont rentrer en lactation, on va pas pouvoir raccourcir cela pour cette année, donc il faudra travailler sur ce sujet-là sur 2 à 3 ans. Donc réduire l'âge au premier vélage, optimiser les concentrés, implanter des légumineuses, implanter des haies. Donc implanter des haies, ça sera sur le volet stockage. Voilà, par exemple, un plan d'action comme cela permettrait de réduire l'empreinte carbone d'une exploitation de 14% en cumulant les différents leviers, avec des stratégies, je dis court terme, par exemple peut-être sur optimiser les concentrés, et puis sur du plus long terme, comme sur le volet réduction de l'âge au vélage. Donc le bilan, du coup, peut être refait après plusieurs années, en disant je m'engage en année 2021, et puis je refais un suivi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, selon le levier que je mets en place,
pour mesurer l'impact de ce que j'ai réalisé. Et du coup, ça m'amène à parler de aujourd'hui pour les éleveurs du Cantal, quelles sont les démarches d'accompagnement qui sont possibles. Donc, je dirais que dans le Cantal, on est engagé quand même depuis plusieurs années, que ce soit en bovin lait, en bovin viande, sur ces sujets-là. Donc voilà, j'ai simplement remis un petit tableau qui présente le nombre d'exploitations qui sont engagées. Et puis c'était aussi pour vous démontrer l'intérêt des éleveurs sur ces programmes. Donc on est engagé dans un programme européen qui s'appelle le BIF Carbone, hein, donc sur l'empreinte carbone des éleveurs, des élevages bovins viande. Donc voilà, aujourd'hui il y a près de 200 diagnostics qui ont été réalisés. Ensuite, donc sur le volet viande et lait, donc on a la possibilité de réaliser l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le Cap de Zère niveau 2, donc un diagnostic qui permet de recueillir 150 données en élevage, donc quand même assez lourd, sur la base du volontariat des éleveurs, et on n'a pas de souci pour réaliser ces audits, alors notamment parce qu'ils sont financés dans le cadre de plans de filière régionaux depuis 2018. Donc là, on réalise voilà, un diagnostic de niveau 2, une visite de suivi. Et là, aujourd'hui, donc, on en a 177 qui ont été réalisés en bovin lait et on en a 80 de prévus qui sont pour 2021. Donc voilà, donc plus de 250 élevages. Là, c'est bovin lait, un bovin viande va commencer en 2021. Donc, pour lesquels on a réalisé ces prestations. Ensuite, on a maintenant les éleveurs qui veulent s'engager et aller un peu plus loin, donc avec un plan carbone. Donc tout à l'heure, ce que je vous ai présenté en disant, on ne fait pas que le diagnostic, pas qu'un état, on fait aussi un plan d'accompagnement. Donc c'est le plan carbone. Et le plan carbone, il comprend notamment un budget partiel, c'est-à-dire que on détaille pour l'éleveur qui va mettre en place les actions, les charges en plus, charges en moins, produits en plus, produits en moins. Bon, ce sont des estimations, hein, voilà. Donc là, par exemple, il y a 48 prestations qui sont en cours en convention avec Sodiel, là aujourd'hui, qui finance ces prestations pour le compte des éleveurs. Ensuite, encore pour aller plus loin, donc là, on a répondu à 2 appels à projets. Donc un appel à projet qui a été proposé par France Carbone Agri Association au mois de décembre 2020, qui va jusqu'à la vente des crédits carbone. Donc potentiellement, l'éleveur peut s'engager dans un diagnostic Cap de Zère niveau 2, un plan carbone, donc ce que je vous ai présenté avant, et un suivi sur 5 ans. Et là, avec, on va dire, un objectif de résultat, c'est-à-dire là sur la base du volontariat, mais de proposer une mise en place d'un plan d'action qui amène à réduire l'empreinte de gaz à effet de serre et donc les kilos d'équivalent CO2 ramenés au litre de lait ou au kilo de viande vive. Et là, sur ce projet-là, donc en communiquant auprès des éleveurs du Cantal, donc on a 22 éleveurs qui se sont engagés au 15 décembre avec un espoir, entre guillemets, de vendre, on va dire, de 5 000 à 6 000 euros de crédit carbone sur 5 ans. Voilà. Donc, en étant en prenant des précautions, voilà, sur le volume et la quantité que l'on pourrait espérer de réduction de gaz à effet de serre. Et puis là, il y a un autre appel à projet qui est en cours, déposé par l'ADEME dans le cadre du plan de relance, donc qui est là aussi un diagnostic, un plan carbone et un accompagnement. Alors là, sur plutôt 2 ans, en rajoutant l'accompagnement au changement climatique et le lien aussi avec l'option sol et l'agronomie. Et donc là, aujourd'hui, là, on est en plein dedans, donc on a potentiellement demandé la possibilité de réaliser 250 diagnostics et suivis pour les éleveurs du Cantal. Alors là, pas que pour les éleveurs, puisque c'est pour toute production agricole. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, les éleveurs qui veulent s'engager dans un accompagnement peuvent prétendre aussi à un label bas carbone. Donc, on a parlé de différents labels. Ceux qui s'engagent dans la vente des crédits carbone, au bout de 5 ans, seront audités et pourront aussi avoir un label bas carbone. D'ici 5 ans, est-ce qu'il y aura d'autres liens avec les autres labels, hein, pour pas en faire un de plus, sûrement. Mais aujourd'hui, on en est à ce stade d'accompagnement. Et puis, sur la diapo, j'ai pas rajouté parce que ça, c'est les résultats, on les a eus cette semaine. Donc, on a répondu aussi à un appel à projet européen qui s'appelle Life Carbon Farming. Alors, si on veut, qui est en
en gestation depuis 3 ans et qui vient seulement d'aboutir. Donc, et là, on va pouvoir accompagner sur 6 ans aussi 30 éleveurs du Cantal, bovins lait et bovins viande, qui s'engagent toujours dans ces mêmes approches de carbone et de réduction de l'empreinte carbone, en lien aussi avec la triple performance, donc environnementale, économique et sociale. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire que donc l'élevage du Cantal est engagé dans toutes ces démarches, est accompagné et que en tout cas est volontaire. Il y a des demandes d'éleveurs assez importantes. Donc là, par exemple, sur le plan carbone, bon, on vient juste de communiquer du plan de relance. On a déjà 12 éleveurs là qui sont positionnés spontanément. Voilà, donc on a de la communication qui sera développée sur ce sujet-là prochainement. Pour moi. Terminé? Oui. Très bien. Merci Joël pour cette présentation sur toutes ces démarches bas carbone. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. On va prendre une ou deux questions pour rester dans le timing, mais peut-être pas plus. Après, il n'y en a pas encore beaucoup. Hervé Boutel nous a demandé pourquoi les estives stockent moins de carbone que les prairies permanentes. Est-ce qu'on a une réponse, Joël, là-dessus? Alors, le stockage du carbone, c'est un enjeu assez important. Donc, je dirais qu'il y a même, voilà, sur toutes les émissions et sur le stockage, il y a selon les communications que vous voyez dans la presse, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, on nous dit, on surestime, on sous-estime, voilà. Donc, par exemple, là, sur cet aspect-là, ce qu'on peut répondre aujourd'hui, c'est que je pense que les outils qu'on utilise sont issus de programmes de recherche et que effectivement, il y a des notions qui vont sûrement évoluer et que ça sera les travaux de recherche en cours qui vont sûrement encore bouger ces chiffres. Donc, les estives, on estime qu'elles sont arrivées peut-être à un seuil de stabilité de stockage, puisque ça veut dire qu'elles sont en place depuis un certain nombre d'années. Alors, quand on parle prairie permanente, chez nous, on n'a peut-être pas justement la même notion aussi que prairie permanente dans l'outil de l'Institut. Dans l'outil de l'Institut, voilà, c'est peut-être des prairies qui ont été mises en place quand même de manière plus récente. Voilà, donc le stockage aussi de 570 kg par hectare, voilà, c'est quelque chose qui risque d'évoluer aussi dans les années qui viennent et peut-être lié à la catégorie de prairie. Donc la notion d'estive, la notion de prairie temporaire, la notion de prairie permanente. Aujourd'hui, on utilise un outil, mais avec voilà, des approches qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes selon les régions, parce qu'on n'a peut-être pas tout à fait le même type de prairie non plus. Okay. Donc, je pense que ça va bouger. D'accord. Allez, 2 dernières questions, et puis après on arrête. On est obligé, compte tenu du délai. Anne-Claire Guénet qui nous demande donc comment se passe la valorisation des crédits carbone via, visiblement, les différents programmes présentés. Est-ce que ce sont les filières qui valorisent directement ou les agriculteurs? Alors là, il y a de tout. Hein. Donc, tout à l'heure, ce que je vous disais, un producteur qui est vendeur direct aujourd'hui, on a fait diagnostic chez ce type d'élevage, dans ce type d'élevage laitier notamment. Moi, je me souviens de remarques très concrètes en disant je vais m'en servir directement auprès des consommateurs, puisque je les vois tous les jours sur ma ferme, dans mon magasin, et je vais leur expliquer comment je travaille et qu'effectivement, j'ai des résultats meilleurs que le national. Ou voilà, donc on a fait par exemple des panneaux aussi même à l'entrée des exploitations laitières qui est intéressée pour communiquer là-dessus. Ensuite, dans des filières longues, aujourd'hui, donc via des laiteries qui collectent le lait. Donc là, je dirais que c'est aux éleveurs aussi à s'organiser entre eux pour essayer de valoriser cela. C'est-à-dire qu'au départ, on avait besoin de faire un constat, un bilan de ce qui se passait dans le Cantal sur les fermes, que ce soit en viande ou en lait. Maintenant, c'est aux organisations de producteurs, aux éleveurs de trouver comment valoriser ça, mais il fallait déjà avoir matière à discuter, à négocier, à communiquer. Donc, et puis, sur l'aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, crédit carbone, il y a aussi aujourd'hui, voilà, c'est quand même assez récent, depuis 2020, simplement la possibilité de vendre ces crédits carbone, donc voilà, de valoriser concrètement et financièrement via des appels à projets nationaux, cela. Okay. Donc, 2 réponses concises aux 2 dernières questions. Croyez-vous à une valorisation locale des droits carbone? Certaines collectivités régionales souhaitent mettre en œuvre un marché régional afin d'éviter toute spéculation.
Alors, par exemple, si je reviens aussi sur l'appel à projet national, donc aujourd'hui, si on rentre dans ce cadre-là, et que, par exemple, on a certaines entreprises locales, certaines collectivités locales ou régionales qui seraient intéressées pour rentrer dans ce marché, on ne peut que les renvoyer à la démarche nationale. C'est-à-dire qu'on ne va pas négocier en direct avec eux. Donc, tout ça, c'est structuré via nos représentants de filière, hein, donc pour ne pas alimenter on va dire, des débats locaux, quoi. Voilà. Donc, c'est encadré au niveau national. Très bien. Et dernière question, quel est le coût pour les exploitations? Alors, le coût pour les exploitations, donc ce que j'ai dit au départ, donc sur la partie diagnostic, on a la chance d'avoir des financements régionaux depuis le début parce que on avait mis en avant dès 2016, donc auprès de la région, ces demandes des éleveurs du Cantal. Donc, c'est entièrement financé. Donc, aujourd'hui, le coût pour le diagnostic initial est de 0 pour les exploitations en bovin lait ou en bovin viande du Cantal. Et pour maintenant aller plus loin, pour par exemple le suivi d'exploitation dans le cadre de la vente des crédits carbone. Donc, le coût aujourd'hui est estimé à 2 800 € sur 5 ans, avec le financement de la première année liée au diagnostic. Et ensuite, les éleveurs se sont engagés en connaissance de cause, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont la possibilité éventuelle de vendre 5 000 à 6 000 € minimum de crédit carbone. Donc, ils sont prêts à assumer le coût que ça pourrait avoir pour eux. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup, Joël. On va devoir clôturer là les interventions et puis les questions et les réponses aux questions. Et on va terminer donc le webinaire par quelques mots de Chantal Cor, vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Cantal. Non. Oui, mais bonjour à chacun d'entre vous. Merci d'être nombreux autour de ce webinaire. Et puis, je voulais principalement déjà remercier le CER pour cette organisation, parce que j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, que c'était une organisation qui était remarquable, où chacun a pu intervenir et c'était très vivant. Donc, c'est riche d'enseignements. La première partie présentée par le CER a bien démontré l'importance des aides dans nos exploitations, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit la profession, entre guillemets, qui se bat pour conserver un budget et conserver des aides conséquentes, et on en comprend tout l'enjeu quand même par rapport à la ferme Cantal. Et on voit aussi que effectivement les attentes sociétales sont fortes sur l'environnement, sur le carbone, ce qui vient d'être démontré, mais on voit bien aussi le lien qu'il y a entre les deux choses, puisque forcément on se rend compte que les exploitations qui sont quelque part peut-être les plus vertueuses sont peut-être celles aussi qui sont les plus économiquement rentables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un CER qui travaille sur l'économie de nos exploitations, une chambre d'agriculture qui travaille sur le côté agricole, environnemental et technique de nos exploitations. Donc, chacun doit trouver sa place pour aider au mieux les agriculteurs. Et c'est un vrai enjeu pour demain, puisque forcément, on ne sait pas quelle sera la PAC de demain, mais on sait qu'il y a des choses qui vont bouger et qu'on sera amené à s'adapter. Donc, si on veut conserver le montant des aides que nous percevons aujourd'hui globalement, il faudra qu'on s'adapte. Mais je pense qu'un autre enjeu qui est fort pour la profession, c'est aussi de faire reconnaître ce qu'on fait déjà de très bien chez nous, puisque ça a été démontré par tous les intervenants. Aujourd'hui, on a des pratiques qui sont plutôt vertueuses, et que quelque part, l'enjeu de la profession, c'est d'arriver à mettre en place des systèmes, je pense en particulier aux éco-régimes, pour reconnaître déjà ce que l'on fait, parce que effectivement, il faut sûrement qu'on continue à s'améliorer, mais il faudrait déjà qu'on nous indemnise sur ce qu'on fait déjà de très bien, parce que forcément, c'est plus facile pour des gens, entre guillemets, je mesure ce que je dis, qui font des choses plutôt pas très bien, de s'améliorer,
que des gens comme les gens du Cantal qui font plutôt des très bonnes choses, et l'amélioration sera forcément moindre. Donc, je pense que l'enjeu pour la profession aujourd'hui, il est de faire reconnaître l'agriculture du Cantal comme une agriculture vertueuse et déjà être rémunéré sur ce qu'on fait de bien. Et après, eh bien, la Chambre d'agriculture est à la disposition de chacun d'entre nous pour continuer à s'améliorer. Et le CER, de la même manière, pour nous aider à faire que nos exploitations restent économiquement viables, puisqu'on l'a vu au travers des ratios qu'elle amène, elle peut nous aider à savoir quels sont les points techniques qu'il faut améliorer d'un niveau agricole. Merci Chantal pour ces mots de conclusion. Donc merci à tous, à toutes, tous les participants qui ont été finalement nombreux. On a noté jusqu'à 133 participants. Merci à tous les intervenants qui ont présenté ce matin les différents sujets, qui ont été agrémentés et précisés par les nombreuses questions que vous avez pu poser. Donc on vous en remercie aussi. Donc effectivement le webinaire sera disponible en replay avec un lien qui va vous être envoyé directement à la fin, pourra être ensuite rediffusé et utilisé selon vos besoins et vos souhaits. Donc on va clôturer le webinaire maintenant. Donc on espère pouvoir se revoir bientôt, peut-être dans une autre configuration. Ça serait bon signe si on pouvait se revoir en présentiel, au moins l'année prochaine, sinon peut-être plus tôt si on peut. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine conférence.